Imaginez rentrer chez vous en attendant les étreintes chaleureuses de votre famille pour ne trouver qu'un silence glaçant, et votre petite fille seule et abandonnée dans la rue. Que feriez-vous si vous découvriez que votre maison est devenue le théâtre d'un sombre et troublant secret? Suivez-nous dans cette histoire de trahison, de négligence et de la force inébranlable de l'amour d'un père prêt à tout pour la justice. Papa, aide-moi. Il va encore me frapper. Le cri désespéré d'une petite fille résonna dans la luxueuse rue de Valence, exactement au moment où Marcos Alvea, 45 ans, descendait du taxi devant son manoir. Le multimillionnaire de l'immobilier venait de rentrer de Chine un jour plus tôt que prévu, impatient de surprendre sa femme, Véronica, et sa fille Lara, âgée de 5 ans. Mais ce fut une scène d'horreur qui le surprit. Une fillette, assise pieds nus sur le trottoir mouillé, ramassait des cailloux colorés dans les flaques de pluie. Sa robe jaune, autrefois jolie, était désormais souillée, sale et déchirée à l'ourlet. Ses cheveux emmêlés collaient à son visage amaigri, et elle serrait fort contre elle un ours en peluche marron auquel il manquait un œil. C'était Lara, 5 ans, et elle se trouvait complètement seule dans l'une des rues les plus huppées du quartier. Lara, incrédule. La fillette leva ses grands yeux effrayés. Pendant un instant, elle sembla ne pas le reconnaître. Puis ses lèvres tremblèrent. Elle lâcha les cailloux et se précipita en titubant vers lui. « Papa, papa, tu es revenu. » Marcos la prit dans ses bras et sentit un frisson parcourir son corps. Lara était squelettique. Ses petits bras n'étaient que peau et os, et elle sentait l'urine et la saleté. Sa robe était trempée de pluie et de sueur, collée à son corps maigre. « Mon amour, que fais-tu ici toute seule? Où est Véronica ?» La fillette enfouit son visage dans le cou de son père, tremblant violemment. « Tante Véronica a dit que tu étais mort dans l'avion, que tu ne reviendrais jamais me chercher. » Le cœur de Marcos s'emballa. Il jeta un regard vers son manoir. Tous les rideaux étaient tirés, mais de la musique retentissait à l'intérieur, forte, accompagnée de voix. « Lara, depuis combien de temps es-tu là dehors? » « Depuis hier matin, papa. Tante Véronica m'a envoyé rester dans le jardin, mais j'ai eu peur quand il a fait nuit. Alors, je suis venu devant attendre ton retour. Tu as dormi dans la rue depuis hier? » La fillette hocha la tête, toujours tremblante. Marcos remarqua que ses pieds nus étaient violacés de froid et couverts de petites coupures. De drôles de marques entouraient ses bras, comme si quelqu'un l'avait serré trop fort. Il porta sa fille jusqu'à la porte principale et utilisa la clé pour entrer. Le choc fut immédiat. Éclats de rire, musique électronique, tintement de verre, odeur d'alcool et de parfum masculin. Le salon était méconnaissable. Des verres sales traînaient partout, des bouteilles de champagne vides, des cendriers pleins, des vêtements éparpillés sur le sol, une chemise, une cravate coûteuse, une veste de marque française. « Mais qu'est-ce que » murmura Marcos. Lara se recroquevilla davantage dans ses bras. « Les messieurs jouent avec tante Véronica là-haut. Ils font beaucoup de bruit quand ils jouent. » Marcos monta lentement les escaliers, chaque marche dévoilant davantage les sons dérangeants provenant de leur chambre, voix masculines, rires, et bruits obscènes qui lui soulevèrent le cœur. Il s'arrêta devant la porte entrebâillée. Par l'ouverture, il aperçut son épouse Véronica, 28 ans, à moitié nue dans le lit qu'il partageait depuis un an. Deux hommes bien plus âgés riaient à gorge déployée en buvant du champagne. La scène d'obscénité dépassait tout ce que Marcos aurait pu imaginer chez lui. Lara lui murmura à l'oreille, « Papa, puis-je entrer dans ma petite chambre maintenant? J'ai très froid. » Marcos s'éloigna de la porte, le sang bouillonnant dans ses veines. Il emmena Lara jusqu'à sa chambre au bout du couloir et faillit pleurer en voyant l'état des lieux. Le lit n'avait pas été fait depuis des jours. Des assiettes sales avec des restes de nourriture pourrie dégageaient une puanteur insupportable. « Lara, quand as-tu pris ton dernier bain? Quand as-tu mangé un vrai repas? » La fillette réfléchit en comptant sur ses petits doigts. « Je crois 5 jours. Tante Véronica a dit que les enfants sales ne peuvent pas entrer dans la maison quand il y a des invités importants. » Marcos sentit ses jambes vaciller. 5 jours. Sa fille avait été abandonnée pendant 5 jours entiers tandis que sa femme. Il ne put achever sa pensée. Et Madame Rosa, où est-elle? Les yeux de Lara s'humidifièrent. Madame Rosa est partie en pleurant. Elle et tante Véronica se sont disputées très fort. Tante Véronica lui a crié des choses horribles et a dit que si je te racontais des secrets, il m'arriverait quelque chose de très mauvais.
Quel secret? Lara jeta un regard apeuré vers la porte, comme si Véronica pouvait surgir à tout instant. Sur les messieurs qui viennent jouer. Madame Rosa n'aimait pas quand ils venaient. Elle essayait de me garder dedans, mais tante Véronica se fâchait et m'ordonnait de rester dehors jusqu'à leur départ. Marcos s'agenouilla devant sa fille, tentant de contenir sa colère grandissante. Combien de messieurs viennent d'habitude? Parfois un, parfois deux, parfois plus. Ils arrivent dans de grandes et belles voitures. Tante Véronica est très heureuse quand ils viennent. Elle se prépare bien habillée et parfumée. Et toi, où restais-tu exactement? Dans la cour, papa. Je devais rester toute sage, sans pleurer, sans faire de bruit. Si je pleurais, tante Véronica disait que tu serais très fâché contre moi et que tu ne viendrais plus jamais me chercher pour passer les journées ici. Marcos se rappela que Lara ne vivait pas avec lui à plein temps. Depuis sa séparation d'avec la mère de Lara, 2 ans plus tôt, la fillette ne passait que quelques jours par semaine chez lui. Et durant ces jours-là, apparemment, elle était martyrisée par Véronica. Ma fille, cela se passait chaque fois que tu venais rester avec moi. Oui, papa. Chaque fois que tu voyageais, les oncles venaient. Tante Véronica disait que c'était de ma faute, que si je n'existais pas, elle pourrait recevoir ses amis tranquillement. Les rires provenant de la chambre devinrent plus forts. Marcos entendit la voix de Véronica, criant de plaisir de façon exagérée, clairement théâtrale. C'était une mise en scène, un spectacle. Lara se boucha les oreilles avec ses petites mains. Ils font toujours ce bruit-là, papa. J'ai peur qu'ils fassent du mal à tante Véronica, mais après elle est très contente et compte de l'argent. De l'argent? Oui, les oncles lui donnent toujours de l'argent avant de partir. Beaucoup d'argent. Elle le garde dans une boîte sous le lit. Marcos eut la sensation de découvrir quelque chose de bien pire qu'une simple trahison conjugale. Véronica se prostituait chez lui, profitant de son absence et traumatisant sa fille dans le processus. Le bruit des voix qui s'approchaient fit réagir Marcos. Il prit Lara dans ses bras et descendit à la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur pour trouver quelque chose à faire manger à la petite, mais il n'y avait que de la bière importée et des restes avariés. Lara, qu'as-tu mangé ces jours-ci? Parfois, la voisine Donia Carmen me laisse un sandwich à la porte quand elle me voit dans la cour, ou bien je bois de l'eau du tuyau d'arrosage. Marcos prépara un verre de lait tiède avec quelques biscuits trouvés dans le placard. Lara but avec désespoir, comme quelqu'un qui souffrait de soif depuis longtemps. Des pas descendirent l'escalier. Des voix masculines se rapprochèrent de la cuisine. Marcos plaça Lara derrière lui pour la protéger. 2 hommes entrèrent. L'un d'une 50aine d'années, bedonnant, portait un peignoir que Marcos reconnut comme étant le sien. L'autre, plus jeune, musclé, torse nu. Quand ils virent Marcos, ils restèrent figés. « Oh, excuse-nous l'ami », fit l'aîné, clairement embarrassé. Véronica n'a pas dit qu'elle avait un mari. « Comment ça? » Elle ne l'a pas dit, répondit Marcos en essayant de garder sa voix calme pour ne pas effrayer davantage Lara. L'ami, on a payé pour être ici. Elle n'a jamais dit qu'elle était mariée. Elle disait que la maison était à elle. Le plus jeune ajouta, oui, mon pote, elle prend une sacrée somme justement parce qu'elle reçoit dans la villa d'un millionnaire. Ça donne du prestige, tu vois. Marcos sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous payez? Bien sûr, frère, 1000 € chacun pour passer l'après-midi. C'est cher, mais ça vaut le coup. Cette maison est incroyable. Véronica apparut dans la cuisine vêtue seulement d'une nuisette transparente, les cheveux en désordre. En voyant Marcos, son visage pâlit complètement. Marcos, quelle surprise! Tu n'avais pas dit que tu revenais aujourd'hui? Les 2 hommes comprirent aussitôt la situation et commencèrent à s'habiller en vitesse. Véronica, tu n'avais pas dit que tu étais mariée, toi? Un piège, protesta l'aîné. Calmez-vous les gars. C'est juste un malentendu, tenta Véronica. Un malentendu, répliqua Marcos en la fixant d'un regard glacial qui la fit frissonner. Tu fais payer pour coucher avec des inconnus dans ma maison. Laisse-moi t'expliquer. Et ma fille? Où était ma fille pendant que vous faisiez tout ça? Lara sortit de derrière son père, tenant encore son verre de lait. Bonjour, tante Véronica. Papa est revenu.
Tu avais dit qu'il était mort, mais il est revenu. Véronica la regarda avec une colère mal contenue. Lara, va dans ta chambre. Les adultes parlent. Non, dit Marcos en attirant sa fille contre lui. Elle reste avec moi. Vous deux, sortez de ma maison maintenant. Les hommes ne perdirent pas de temps. Ils terminèrent de s'habiller et s'en allèrent rapidement, murmurant des excuses et des plaintes sur la situation mal expliquée. Marcos resta seul avec Véronica et Lara dans la cuisine. Le silence était tendu, tranchant. Marcos, je peux tout expliquer, dit-elle en essayant de s'approcher. Tu peux commencer par expliquer depuis quand tu as transformé ma maison en bordel? Non. Alors, comment c'est? Lara tira sur le pantalon de son père. Papa, tante Véronica disait toujours que je ne devais pas te parler des oncles. Elle disait que si je le faisais, tu serais très en colère et que tu ne me laisserais plus jamais venir ici. Marcos s'agenouilla devant sa fille. Lara, papa ne sera jamais en colère contre toi. Tu peux toujours tout me dire. Tante Véronica disait que les oncles aimaient jouer dans une belle maison comme la nôtre et que si je dérangeais le jeu, ils s'en iraient et elle serait très triste. Et qu'est-ce qu'elle disait encore? Que j'étais une mauvaise fille parce que tu t'étais séparée de maman à cause de moi, et que si je ne restais pas tranquille, tu me donnerais à une famille qui s'occupe mieux des enfants. Marcos sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa petite fille avait été torturée psychologiquement pour la réduire au silence face aux crimes commis dans sa propre maison. Véronica tenta une dernière manœuvre. Marcos, tu n'es jamais à la maison. Toujours en voyage, toujours au travail. Je reste seul. J'ai besoin de compagnie. Une compagnie qui se paie, n'est-ce pas? J'avais besoin d'argent en plus. De l'argent en plus? Je t'offre tout ce que tu veux. Ce n'est pas seulement pour l'argent. Alors pourquoi? Véronica hésita, puis lâcha d'une froideur qui glaça l'air, pour la liberté, pour faire ce que je veux de ma vie. Je ne suis pas la nourrice de la fille d'un autre. Lara commença à pleurer doucement. Marcos la prit dans ses bras et affronta Véronica avec une haine qu'il n'avait jamais vue. La fille d'un autre? C'est ma fille. Et alors? Je n'ai pas demandé qu'elle existe. Je me suis marié avec toi, pas avec elle. Le téléphone fixe de la cuisine sonna. Marcos décrocha sans cesser de foudroyer Véronica du regard. Monsieur Albéar, dit une voix féminine familière. C'est Donia Rosa. J'ai appris par les voisins que vous étiez revenu. Je dois vous parler d'urgence, à propos de Lara. Marcos regarda Véronica qui avait encore pâli. Donia Rosa, où êtes-vous? Chez ma sœur dans le quartier. Monsieur Albéar, j'ai des preuves de tout ce qui s'est passé dans cette maison, de tout ce qu'on a fait subir à votre fille. Véronica tenta de s'emparer du téléphone, mais Marcos l'écarta. Quel genre de preuves, Donia Rosa? Des photos, monsieur, des enregistrements. J'ai tout documenté avant qu'elle ne me renvoie. Je savais qu'un jour vous auriez besoin de connaître la vérité. Pour la première fois depuis son retour, Marcos esquissa un sourire. La guerre ne faisait que commencer. Il emmena Lara dans son bureau, loin de la chambre souillée qu'il partageait avec Véronica. La fillette était épuisée, mais ses grands yeux restaient en alerte, comme si elle craignait qu'un malheur ne surgisse à tout moment. Papa, tante Véronica va se fâcher si je dors dans ton bureau. Non, ma chérie, tu vas dormir là où je le décide, et personne ne viendra te déranger. Marcos improvisa un lit sur le canapé en cuir du bureau et recouvrit Lara de sa propre veste. Elle serra son petit ours brun contre elle et murmura, « Papa, tu promets que tu ne laisseras plus tante Véronica m'enfermer dehors? » Je te le promets, Lara. Papa va arranger les choses. Tandis qu'elle s'endormait, Marcos contempla son visage amaigri, ses cernes profonds, ses lèvres desséchées. Sa fille avait été systématiquement maltraitée et traumatisée, et lui n'avait rien soupçonné. La culpabilité pesait sur sa poitrine comme une pierre. Il descendit au salon et trouva Véronica qui tentait d'effacer les vestiges de l'orgie qui s'y était déroulée. Elle avait troqué sa nuisette contre une robe sage et s'était coiffée, jouant à l'épouse innocente. Marcos, nous devons parler calmement. Tu es arrivé au mauvais moment et tu as tiré des conclusions hâtives. Marcos renifla sans joie. Véronica, j'ai trouvé 2 hommes en train de payer dans mon lit. Quelle conclusion devrais-je tirer? Écoute,
Je peux tout expliquer, mais il faut d'abord comprendre que je me sens si seul quand tu voyages. Si seul que tu factures des services, n'est-ce pas? J'avais besoin d'argent en plus. Véronica pâlit. Comment savait-il les tarifs? Qui t'a dit ça? Tes propres clients, Véronica. Eux-mêmes m'ont avoué qu'ils payaient cher pour avoir des relations dans la maison d'un millionnaire. Elle tenta une autre approche, s'approchant les yeux pleins de larmes feintes. Marcos, je sais que j'ai commis une erreur, mais j'étais désespéré, en manque d'affection. Tu n'es jamais à la maison. Tu ne fais jamais attention à moi. Et ma fille, où était-elle pendant que tu recevais tes clients? Lara restait à jouer dans la cour. Les enfants aiment l'air libre. Jouer dans la cour, sous les orages, sans nourriture, sans eau. Véronica hésita. Comment savait-il tant de détails? Tu exagères. Lara est dramatique. Elle invente toujours des histoires pour attirer l'attention. Marcos reprit le combiné. Doña Rosa, c'est Marcos Alvear. J'ai besoin de vous parler d'urgence. Véronica tenta de lui arracher le téléphone. Marcos, tu n'as pas besoin d'impliquer des tiers. C'est notre problème. Notre problème? Tu as impliqué ma fille de 5 ans, Véronica. Ce n'est plus seulement le nôtre. La voix de Doña Rosa à l'autre bout de la ligne vibrait d'émotion. Monsieur Alvear, grâce à Dieu que vous soyez revenu. Je priais chaque jour pour que rien n'arrive à Lara. Doña Rosa, pouvez-vous venir ici? J'ai grand besoin de vous parler. Oui, bien sûr, monsieur, et j'ai aussi des choses importantes à vous montrer. Véronica devint visiblement nerveuse. Quelle chose? Doña Rosa continua au téléphone. Monsieur Alvear, peut-être qu'elle m'écoute, mais je dois dire la vérité. J'ai tout documenté de ce qui se passait dans cette maison. Elle a tout consigné, photos, enregistrements, notes. Elle savait qu'un jour vous auriez besoin de connaître la vérité. Marcos regarda Véronica qui était pâle comme un fantôme. Doña Rosa, pouvez-vous venir maintenant? J'arrive, monsieur. J'habite dans le quartier. Je serai là dans 40 minutes. Après avoir raccroché, Marcos se tourna vers Véronica. Que as-tu fait à Doña Rosa? Rien du tout. Elle a demandé son congé. Mensonge. À son ton de voix, ce n'était pas un départ volontaire. Véronica tenta une autre approche. Marcos, Rosa a toujours été jalouse de moi. Depuis le premier jour, elle m'a maltraité comme si j'étais une intruse chez toi. Elle travaille ici depuis 2 ans, depuis ma séparation. Elle connaît Lara depuis qu'elle est bébé. Justement, elle croit avoir plus d'autorité que moi sur ta fille et en fait, elle en a. Au moins, elle ne laisse pas ma fille avoir faim sous la pluie. Véronica explosa. Lara n'a jamais eu faim. C'est une exagération. Elle a toujours été dramatique. Dramatique, Véronica? Elle a 5 ans, et elle pèse moins qu'une fillette de 3 ans. Marcos monta voir Lara et la trouva éveillée, assise sur le canapé, serrant son ourson contre elle. Elle avait entendu les cris. Papa, tata Véronica, elle est fâchée contre moi encore? Non, ma chérie, elle n'est pas fâchée contre toi. C'est papa qui est en colère contre elle. Pourquoi? Marcos s'agenouilla devant sa fille. Lara, peux-tu me raconter comment c'était quand je voyageais? Que se passait-il exactement? La petite regarda nerveusement vers la porte. Tata Véronica peut t'entendre? Ce n'est pas grave. Tu peux tout dire à papa. Lara inspira profondément. Quand tu partais, tata Véronica devenait très heureuse. Elle chantait, se faisait belle, parfumait toute la maison, et puis des messieurs arrivaient dans de belles voitures. Elle m'envoyait dans la cour et je ne pouvais pas rentrer avant leur départ. Même quand il pleuvait, papa. Une fois, il pleuvait très fort et je suis restée sous le grand arbre. J'étais toute mouillée et j'ai eu froid. Le cœur de Marcos se brisa. Et Doña Rosa t'aidait? Doña Rosa essayait de me faire rentrer quand tata Véronica ne regardait pas. Elle me donnait de la nourriture en cachette, une couverture quand il faisait froid. Pourquoi en cachette? Parce que tata Véronica se fâchait beaucoup quand elle m'aidait.
Elle disait que Donia Rosa me gâtait trop. Et qu'est-ce qui se passait encore? Lara hésita, jetant à nouveau un coup d'œil vers la porte. Les messieurs faisaient des bruits étranges à l'étage. Ils criaient fort. Tata Véronica criait aussi. Je pensais qu'il lui faisait mal, mais après, elle avait l'air très contente. Comment savais-tu qu'elle était contente? Parce qu'elle comptait de l'argent dans la cuisine après leur départ. Beaucoup d'argent qu'elle mettait dans une boîte. Marcos déglutit. Sa fille avait été témoin de transactions financières liées à la prostitution. Lara, Tata Véronica disait-elle quelque chose à propos de toi aux messieurs? Parfois oui. Quand il demandait à qui appartenait la poupée dans la cour, elle disait que c'était à une voisine venue jouer. Une voisine? Oui. Elle disait que je n'habitais pas ici, que je n'étais qu'une gamine de la rue qui venait jouer parfois. La cruauté des mensonges de Véronica était dévastatrice. Non seulement elle cachait l'existence de Lara aux clients, mais elle la déshumanisait complètement. Et quand Donia Rosa est partie, comment cela s'est-il passé? Lara se mit à pleurer. Elles se sont disputées très fort. Papa, Tata Véronica a crié des choses horribles à Donia Rosa et a dit que si elle révélait des secrets, il m'arriverait quelque chose de grave. Quel genre de choses? Je ne sais pas papa, mais Donia Rosa a beaucoup pleuré et a dit qu'elle allait tout te raconter. Alors Tata Véronica s'est mise encore plus en colère. La sonnette retentit. C'était Donia Rosa. Marcos descendit avec Lara dans les bras et ouvrit la porte à la femme qui avait veillé sur sa fille pendant 2 ans. Elle portait un grand sac et avait les yeux rouges d'avoir pleuré. Monsieur Albéar, comme Lara est maigre. Mon Dieu. Donia Rosa prit la fillette dans ses bras et la serra tendrement. Lara s'accrocha à elle comme à une bouée de sauvetage. Donia Rosa, tu m'as tellement manqué. Tata Véronica m'avait dit que tu ne reviendrais jamais. Bien sûr que je suis revenue, ma petite, et maintenant je vais tout raconter à ton papa. Véronica apparut dans le salon, sur la défensive. Rosa, tu ne travailles plus ici. Tu n'as aucune raison d'être dans ma maison. Ma maison? Donia Rosa ricana amèrement. Véronica, cette maison appartient à Monsieur Albéar, et j'ai parfaitement le droit d'être ici s'il m'a invité. Marcos les conduisit tous au salon. Donia Rosa, racontez-me tout ce qui s'est passé. La domestique ouvrit le sac et en sortit un vieux cahier, un téléphone ancien et quelques photos. Monsieur Albéar, j'ai commencé à me douter de certaines choses quand vous avez voyagé plus souvent. Madame Véronica a complètement changé de comportement. Elle devenait euphorique quand elle savait que vous partiez. Elle recevait des appels étranges, parlait à voix basse, et envoyait toujours Lara au loin. Véronica intervint. C'est normal, j'ai droit à ma vie privée. Donia Rosa continua. Ensuite, les hommes ont commencé à arriver. Toujours des hommes différents, des voitures de luxe, et toujours la même routine. Lara était envoyée dans la cour. Vous avez documenté tout cela? Oui, monsieur. Au début, je notais seulement dans le cahier les dates, les heures, les descriptions des hommes et des voitures. Elle montra le cahier, rempli de pages et de pages de notes détaillées. Regardez ici. Le 15 mars, un homme corpulent, Mercedes noire. Il est arrivé à 14 h, reparti à 17h30. Lara est restée dans la cour de 14 h à 18 h sans manger. Marcos feuilleta le cahier. Il y avait des centaines de notes similaires. Et les photos. Donia Rosa montra des clichés pris discrètement depuis la fenêtre de la cuisine. Lara seule dans la cour pendant un orage, recroquevillée sous un arbre. Lara buvant directement au tuyau d'arrosage. Lara dormant à même le sol froid, serrant son ourson contre elle. Mon Dieu! Marcos pouvait à peine regarder. Il y en a d'autres, monsieur. Quand j'ai commencé à protester, Madame Véronica est devenue agressive. Agressive? Comment? Elle m'a interdit de nourrir Lara sans son autorisation. Elle disait que la petite était mal habituée et devait apprendre la discipline. Et vous avez obéi? Non, monsieur. J'ai continué à m'occuper de l'enfant en cachette. Je lui apportais un sandwich, de l'eau, une couverture quand il faisait froid. Véronica explosa. Je sabotais son autorité. Je suis sa belle-mère. Autorité?
Donia Rosa se retourna vers elle, furieuse. Quelle autorité? Celle de laisser une enfant mourir de faim. Marcos intervint. Donia Rosa, et les enregistrements? La domestique prit son vieux téléphone. Quand les menaces ont commencé, j'ai décidé d'enregistrer nos conversations. Elle appuya sur lecture. La voix de Véronica résonna dans la pièce. Rosa, si tu continues à choyer cette morveuse, je vais te renvoyer et j'inventerai en plus que tu volais. Un autre enregistrement. Cette gamine ne doit pas me gêner dans mon travail. Si elle fait du bruit quand je reçois des clients, je jure que je la fous dehors. Marcos eut la nausée. Le travail de Véronica, c'était la prostitution. Il y en a bien plus, monsieur. Même elle parlant des tarifs. La voix de Véronica de nouveau. 1000 € pour un service simple, 3000 € pour une fantaisie spéciale et 5000 € si l'on veut filmer une vidéo dans le lit de mon mari millionnaire. Marcos serra les poings. Son intimité conjugale était marchandisée. Donia Rosa reprit. Et il y a celui-ci, monsieur, qui m'a décidé à tout vous révéler. Nouvel enregistrement. Véronica au téléphone avec quelqu'un. La gamine devient un fardeau. Elle grandit, elle comprend des choses. Je vais devoir lui trouver une solution définitive. La voix d'une femme inconnue. Fais comme moi avec mon beau-fils. Invente-lui un trouble mental et fais-la interner en clinique. Ainsi, tu seras tranquille. C'est une bonne idée. Un enfant interné ne dérange plus personne. Le silence dans la pièce était assourdissant. Marcos regarda Lara qui écoutait sans tout comprendre, mais sentant la tension. Tu voulais faire interner ma fille, demanda-t-il d'une voix tremblante. Véronica bégaya. C'était sorti de son contexte. Quel contexte, Véronica? Marcos, tu dois comprendre que Lara me dérangeait dans mon travail, dans ma vie. Toujours en pleurs, toujours collée. Marcos inspira profondément, essayant de se contenir devant sa fille. Donia Rosa, comment avez-vous été renvoyé exactement? Je n'ai pas été renvoyé, monsieur. J'ai été menacé. Comment ça? Elle m'a dit que si je parlais, elle inventerait que j'abusais de Lara. Véronica cria, c'est faux. Mensonge. Donia Rosa lança un autre enregistrement. Rosa, si tu ouvres la bouche, je dirai à mon mari et à la police que tu touchais la petite de façon inappropriée. Qui vont-ils croire? Moi ou une domestique? Marcos se leva, fou de rage, si brutalement que Lara eut peur. Tu as menacé d'accuser Donia Rosa de pédophilie? Marcos était désespéré. Désespéré de quoi? De poursuivre ton bordel? Lara se mit à pleurer face aux cris. Donia Rosa la consola. Calme-toi, ma petite, papa n'est pas fâché contre toi. Marcos s'agenouilla devant Lara. Pardonne-moi ma fille. Papa ne voulait pas crier. Tu n'y es pour rien. Papa. Maintenant que Donia Rosa est revenue, elle va s'occuper de moi à nouveau. Oui, ma chérie. Donia Rosa ne partira plus jamais. Véronica tenta un dernier coup. Marcos, on peut arranger ça en famille. Pas besoin de tiers. Je promets de changer, de tout abandonner. Abandonner? Véronica? Tu n'abandonneras rien. Tu vas tout me raconter dans les moindres détails. Annonce de la chaîne, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne qui enchante. Nous publions 2 vidéos chaque jour. Laissez un j'aime si cette histoire vous plaît et laissez-nous un commentaire d'où vous nous écoutez et à quelle heure. Marcos reprit, implacable. Je veux savoir qui sont tes clients, comment fonctionne ce réseau. Je veux savoir qui d'autre est impliqué. Véronica comprit qu'elle n'avait plus d'issue. Les preuves étaient accablantes, le témoignage fiable, et Marcos déterminé à tout découvrir. Et si tu refuses de parler, je livre tout cela à la police et à la presse dès aujourd'hui. Et tu expliqueras à ta famille conservatrice de Séville comment leur petite fille est devenue prostituée. Véronica blêmit complètement. Sa famille ne savait rien de sa double vie. Très bien, je vais tout raconter, mais tu me promets de ne pas me détruire complètement. Marcos avec un sourire glacé.
Véronica, tu as détruit l'innocence de ma fille. Tu l'as traumatisée pour protéger ton sale commerce. Tu avais promis de l'interner en psychiatrie afin d'avoir plus de liberté. Tu crois vraiment mériter de la pitié? Véronica déglutit, consciente que la guerre ne faisait que commencer et qu'elle était déjà en train de perdre. Marcos conduisit Lara dans la chambre d'amis où Doña Rosa avait préparé un lit improvisé avec des draps propres et des oreillers moelleux. La fillette, épuisée émotionnellement, gardait cependant ses grands yeux ouverts, comme si elle craignait encore qu'il lui arrive quelque chose de mal. « Papa, tata Véronica, elle ne va plus me crier dessus, hein? » »« Non, ma chérie, plus personne ne te criera dessus. » Il borda la couverture autour de la petite et lui déposa un baiser sur le front. Lara serra sa main très fort. « Papa, tu promets que tu ne vas plus voyager et me laisser seule? »« Je te le promets, mon amour. Papa restera ici pour veiller sur toi, et Doña Rosa restera aussi. »« Oui, Doña Rosa ne partira plus jamais. » Lara esquissa son premier sourire depuis des semaines et s'endormit en serrant son ours brun. Marcos attendit qu'elle soit profondément endormie avant de retourner au salon où Véronica l'attendait. Assise sur le canapé, les bras croisés dans une posture défensive. « Marcos, avant toute chose, nous devons établir quelques règles pour cette conversation. » « Des règles, ricana-t-il sans joie. Véronica, c'est moi qui vais fixer les règles ici. Je ne dirai rien sans garantie que tu ne vas pas déclencher un scandale public. » « Des garanties? Tu veux des garanties? Après avoir transformé ma maison en bordel et traumatisé ma fille. » Véronica changea alors de tactique et adopta une attitude plus séductrice. « Marcos, nous pouvons régler ça comme des adultes civilisés. Pas besoin de toute cette agressivité. » Il l'ignora totalement et alluma discrètement l'enregistreur de son téléphone. « Commençons par le début. Quand exactement as-tu commencé cette activité ici à la maison? » « Marcos, je n'aime pas ce ton accusateur. »« Quand as-tu commencé, Véronica » cria-t-il, la faisant sursauter. « 2 semaines après notre mariage, quand tu es partie à Madrid pour ce projet de résidence. »« Et comment ça a commencé? Raconte-moi tout en détail. » Véronica hésita, visiblement en train de calculer ce qu'elle pouvait omettre. « J'ai rencontré un homme dans un restaurant. »« Quel homme? »« Un entrepreneur. Il m'a reconnu. » Long silence. Marcos comprit quelque chose d'important. « Reconnue comme cliente un mois auparavant. »« Cliente? Tu étais déjà prostituée avant de m'épouser. »« J'étais escorte. »« C'est différent. »« Différent? Différent comme ces escortes de luxe qui ne font pas le trottoir mais fréquentent des hommes d'affaires, des politiciens, des notables? » Marcos sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. « Depuis combien de temps travailles-tu comme escorte? »« Depuis mes 19 ans. »« Véronica, tu as 28 ans. 9 ans de prostitution? 9 ans de travail honnête pour faire vivre ma famille. »« Du travail? » Marcos se leva du canapé. « Et quand comptais-tu me le dire? »« Jamais, car cela ne te regardait pas. Mon passé m'appartient. Je me suis marié en pensant que tu étais. »« Que j'étais quoi? Une vierge, une sainte, une femme honnête? Honnête selon tes critères machistes? J'ai toujours été honnête dans mon métier. » Marcos se rassit, tentant de digérer l'ampleur de la tromperie. Continue. « Cet entrepreneur m'a dit que je lui manquais, qu'il paierait n'importe quel prix pour me retrouver. Et tu as accepté? » Pas immédiatement. J'y ai réfléchi quelques jours. Et qu'est-ce qui t'a convaincu? L'argent. Il a offert 3000 € pour un après-midi. 3000 € pour coucher dans ma maison. Marcos, tu n'étais jamais là. Toujours en voyage, toujours au travail. Je restais seul dans ce manoir immense. Et tu as décidé d'en faire un bordel? J'ai décidé de rentabiliser ma solitude. Marcos secoua la tête, incrédule devant ce cynisme. Et ma fille, où se trouvait-elle pendant ses services? Lara ne vivait pas ici à plein temps. Elle ne venait que quelques jours par semaine. Et ces jours-là? Véronica détourna le regard. Je me débrouillais. Comment ça, tu te débrouillais? Parfois, je l'envoyais chez les voisins. Parfois.
Et parfois elle restait à jouer dans le jardin, même sous la pluie, même dans le froid. Marcos, tu exagères. Un bruit à l'étage les interrompit. Lara s'était réveillée et descendait les escaliers en se frottant les yeux. Papa, je n'arrive pas à dormir. Vous criez encore? Marcos s'agenouilla et serra sa fille contre lui. Pardonne-moi, mon amour. Viens là. Tu peux rester avec papa. Il installa Lara sur ses genoux, utilisant sa présence comme un rempart émotionnel contre ce qui allait suivre. Véronica, continue, devant Lara. Oui, elle a le droit de savoir ce qui lui est arrivé. Véronica se sentit visiblement mal à l'aise. Marcos, ce n'est pas approprié d'en parler devant une enfant. Ce n'était pas approprié non plus d'enfermer cet enfant dans le jardin pendant que tu vendais ton corps dans mon lit. Lara regarda son père avec incompréhension. Papa, ça veut dire quoi vendre son corps? Marcos inspira profondément. Ma fille, cela signifie que Tata Véronica faisait des choses très laides avec des hommes étrangers ici dans la maison. Quel genre de choses affreuses? Des choses qui te faisaient du mal. C'est pour cela que je te disais de rester dehors. Lara se tourna vers Véronica. Tante Véronica, pourquoi faisais-tu des choses qui me faisaient du mal? Véronica ne put répondre et détourna le regard de l'enfant. Marcos continua. Combien d'hommes venaient ici, Véronica? Marcos, inutile d'entrer dans les détails. Combien? Cela variait. Parfois un par jour, parfois 2 ou 3. Lara remua sur les genoux de son père. C'est vrai, papa. Il y avait beaucoup d'hommes différents avec de belles voitures. Et que faisais-tu quand ils arrivaient, ma fille? Tante Véronica me disait d'aller dans la cour et de rester tranquille. Si je faisais du bruit ou que je pleurais, elle se fâchait beaucoup. Marcos regarda Véronica avec colère. Et si elle n'obéissait pas? Véronica garda le silence. Réponds. Je la punissais. Quel genre de punition? Elle restait sans manger jusqu'à ce qu'elle apprenne. Lara confirma. C'est vrai, papa. Quand je pleurais, tante Véronica ne me donnait pas à manger. Elle disait que les enfants désobéissants doivent avoir faim. Marcos sentit les larmes lui monter aux yeux. Et Doña Rosa, comment l'a-t-elle découvert? Doña Rosa a commencé à poser des questions quand elle a vu tous ces visiteurs différents. Et toi, que lui as-tu dit? Que c'étaient des amis à moi, des visites sociales normales. Et elle t'a cru? Oui, au début, mais ensuite elle a commencé à douter. Pourquoi? Parce que les hommes repartaient toujours très contents et moi, je comptais de l'argent après. Lara compléta. Doña Rosa demandait pourquoi je restais dans la cour. Je lui disais que c'était tante Véronica qui me l'ordonnait. Et que faisait Doña Rosa? Elle m'apportait de la nourriture en cachette et une couverture quand il faisait froid, mais toujours derrière le dos de tante Véronica. Marcos se tourna vers Véronica. Et quand tu as découvert que Doña Rosa aidait Lara? Je me suis mise en colère. Je lui ai dit d'arrêter d'interférer dans l'éducation de l'enfant. Tu appelles éducation le fait de laisser une petite fille affamée dans le froid. Je voulais lui apprendre à être indépendante. Indépendante? Elle a 5 ans. Lara tira la chemise de son père. Papa, après le départ de Doña Rosa, c'était encore pire. Pire? Comment? Tante Véronica se mettait encore plus en colère contre moi. Elle disait que c'était ma faute si Doña Rosa était partie. Marcos fixa Véronica. Sa faute? L'enfant pleurait beaucoup quand Rosa partait. Elle faisait du bruit et les visiteurs se plaignaient. Alors, je lui ai dit que si elle continuait à pleurer, tu ne viendrais plus jamais la chercher. Tu as menacé ma fille. Je voulais l'éduquer. Lara confirma. Tante Véronica a dit que tu étais mort dans l'avion, que tu ne reviendrais jamais parce que j'étais une très vilaine fille. Marcos serra sa fille plus fort. Et tu l'as cru? Oui, papa. C'est pour ça que je t'attendais dans la rue. Je pensais que si j'attendais assez longtemps, tu reviendrais. Les larmes coulaient sur le visage de Marcos. Ma petite, papa ne t'abandonnera jamais. Jamais. Véronica tenta de se justifier. Marcos, tu dois comprendre que j'étais sous beaucoup de stress.
Conciliation de quoi? De ma vie, de mes activités avec la garde d'un enfant. C'était mon travail, ma source de revenus. Ta source de revenus, Véronica? Je t'ai toujours donné tout ce qu'il te fallait. Tu me donnais ce que tu croyais que je voulais. Moi, je voulais mon indépendance financière. Ton indépendance financière en recevant des hommes chez ton mari. Lara regarda son père. Papa, qu'est-ce que cela veut dire? Quand une personne fait des choses très personnelles avec des inconnus en échange d'argent. Tante Véronica faisait ça. Oui, ma fille. Voilà pourquoi je ne voulais pas que tu sois là. Lara se tourna vers Véronica. Tante Véronica, pourquoi n'as-tu pas trouvé un travail normal comme Doña Rosa? La question innocente de l'enfant laissa Véronica sans voix. Marcos poursuivit l'interrogatoire. Combien de clients fixes avais-tu? Une vingtaine. Dis les noms. Marcos, si je dis les noms, je peux avoir des problèmes. Et si tu ne les dis pas, tu en auras avec moi. Véronica soupira et cita plusieurs personnalités connues de Marcos. Continue. Un ancien commissaire, un juge, un entrepreneur hôtelier. Il payait plus cher pour la discrétion. Papa, ce sont tes amis? Certains? Oui, ma fille. Et savaient-ils que j'étais dans la cour? Non, je leur disais toujours que je n'avais pas d'enfant. Tu nies l'existence de ma fille? C'était plus simple ainsi. Un client ne veut pas entendre parler d'enfants à proximité. Donc tu as effacé ma fille de ta vie temporairement. Marcos se leva avec Lara dans les bras. Véronica, tu vas me donner les contacts de tous ces hommes. Pourquoi faire? Pour leur dire qui tu es vraiment. Marcos, tu ne peux pas. Si je peux et je le ferai. Ils ont le droit de savoir ce qui se passait dans cette maison pendant qu'une enfant souffrait dans la cour. Véronica pâlit. S'ils l'apprennent, ils vont me détruire. Parfait. C'est exactement ce que tu mérites. Lara murmura à l'oreille de son père. Papa, tante Véronica, elle va partir maintenant? Oui, ma fille, dès demain. Et elle ne reviendra jamais. Jamais. Véronica comprit. Marcos, donne-moi une chance d'expliquer mieux. Expliquer quoi? Que tu as détruit l'innocence de ma fille pour gagner de l'argent sale? Ce n'est pas vrai. C'était exactement comme ça. Marcos la regarda avec un mépris total. Véronica, demain matin, tu quittes cette maison et si un jour tu essaies de t'approcher de Lara à nouveau, je m'occuperai de toi. Et où est-ce que je vais aller? En enfer, de préférence. Lara serra le bras de son père. Papa, maintenant je peux jouer dans le salon encore ou je dois toujours rester seulement dans le patio? Ma fille, maintenant, tu peux jouer n'importe où dans la maison. C'est aussi ta maison. Véronica regarda autour de la demeure, prenant conscience que sa vie de luxe touchait à sa fin. Mais Marcos n'en avait pas fini avec elle. Le pire restait à venir. Marcos passa la nuit blanche à préparer méticuleusement sa vengeance. Assis dans son bureau, avec Lara dormant paisiblement sur le canapé à côté de lui, il élabora une stratégie destinée à détruire Véronica de la même manière systématique qu'elle avait détruit sa fille. La liste des clients, les adresses des familles, les horaires propices aux visites. Tout fut calculé pour provoquer l'impact émotionnel et social maximal. Au matin, il réveilla Doña Rosa. J'ai besoin que tu t'occupes de Lara aujourd'hui. J'ai quelques visites importantes à faire. Quel genre de visite, monsieur Albéar? Je vais présenter Véronica aux familles des hommes qu'elle fréquentait. Doña Rosa sourit satisfaite. Enfin, cette femme allait payer pour ce qu'elle avait fait. Puis Marcos réveilla Véronica. Lève-toi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta présentation à la société. Quelle présentation, demanda-t-elle, encore ensommeillée. Tu vas raconter en personne à chaque épouse trahie ce que tu faisais avec son mari. Véronica sauta hors du lit, prise de panique. Marcos, tu as perdu la raison. Je ne peux pas me rendre chez ces gens. Tu peux et tu le feras. Sinon, j'irai seul et je raconterai une version encore pire. Pendant que Véronica se préparait d'une main tremblante, Marcos prépara un petit déjeuner spécial pour Lara. La fillette était visiblement transformée, plus détendue,
souriant spontanément pour la première fois depuis des mois. La simple présence constante de son père commençait déjà à soigner ses blessures émotionnelles. « Papa, est-ce que je peux prendre le petit déjeuner à la grande table » demanda Lara en désignant la table de la salle à manger dont elle avait toujours été exclue. « Non seulement tu peux, mais tu dois, ma princesse. À partir d'aujourd'hui, tu es la reine de cette maison. » Doña Rosa prépara un festin digne d'une famille royale, crêpes dorées, fruits frais découpés en formes amusantes, jus d'orange naturel, œufs brouillés crémeux. Lara dévora son repas avec un appétit vorace, retrouvant non seulement des repas perdus, mais aussi la joie d'être une enfant ordinaire. « Doña Rosa, est-ce que je peux manger toutes les crêpes que je veux maintenant ? » « Toutes celles que tu veux, ma fille. Tu n'auras plus jamais à manquer de nourriture. » Véronica descendit à la cuisine, élégamment vêtue comme pour un événement mondain. Elle portait une robe coûteuse, des bijoux brillants et un parfum français, cherchant à préserver l'apparence d'une dame respectable avant sa chute définitive. « Marcos, je pense encore que nous pouvons régler cela de façon plus civilisée. » « Civilisée » Marcos eut un rire glacial. « Véronica, aujourd'hui tu vas découvrir ce que signifie la civilisation. » « Vraiment. » Dans la voiture, Marcos fixa les règles avec la froideur d'un général. « Tu vas dire à chaque famille tous les détails sordides de ton commerce. Les horaires, les prix, la fréquence, tout. Je ne pourrais pas regarder ces femmes dans les yeux. Tu aurais dû y penser avant de détruire leur vie. » Le premier arrêt fut choisi stratégiquement, la villa du conseiller Mario Dominguez, connu pour ses discours moralisateurs sur les valeurs familiales. Marcos sonna, sachant que toute la famille serait réunie pour le petit déjeuner. Une femme élégante d'une quarantaine d'années ouvrit, accompagnée de 2 adolescents. « Bonjour, je suis Laura Dominguez. Puis-je vous aider ? » « Madame Dominguez, je suis Marcos Alvear. J'ai besoin de parler de toute urgence à votre famille, au sujet de votre mari. Il n'est pas là, mais il peut m'en parler. Il vaudrait mieux que vous appeliez vos enfants. Ils ont aussi le droit de savoir quel genre d'homme est leur père. » Laura montra une préoccupation visible et appela ses enfants, Pablo, 16 ans, et Marina, 14 ans. « De quoi s'agit-il ? » Marcos regarda Véronica. « Dis-leur. » Véronica tremblait visiblement. « Je ne sais pas comment commencer. » Commence par expliquer quelle était ta relation professionnelle avec le père de ses enfants. Laura fronça les sourcils. « Quelle relation professionnelle ? » Véronica avala sa salive. « Je fournissais des services intimes à votre mari. »« Des services intimes » répéta Laura. « Des services sexuels. Il me payait pour coucher avec lui. » Le silence dans la pièce fut assourdissant. Pablo, le fils aîné, demanda « Vous voulez dire que mon père payait des prostituées ? » « Je dis que votre père était client de prostituées. »« Oui. » Marina, la fille, commença à pleurer. « Maman, ce n'est pas vrai. » Laura regarda Véronica avec un mélange d'horreur et de colère. « Depuis combien de temps ? » 8 mois. Tous les jeudis. Tous les jeudis ? Il me disait qu'il avait des réunions à la mairie jusqu'à tard. Il n'y avait pas de réunion. Il était chez moi. Pablo explosa. Combien te payait-il ? 1 000 € par rencontre. Marina fit le calcul. Presque 50 000 €. De l'argent qui était destiné à notre université. Laura se leva, tremblant de rage. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez me dire ? Intervint Marcos. Oui, il faisait ça en présence de ma fille de 5 ans qui était obligée de rester enfermée dans la cour pendant les services. Laura regarda Véronica avec dégoût. Vous traumatisiez des enfants pour de l'argent sale ? Je n'en pouvais plus. Mais quoi ? Mais j'avais besoin de travailler, cria Pablo. Travailler ? Ce n'est pas du travail, c'est dégoûtant. Laura prit le téléphone. Sortez de chez moi avant que j'appelle la police. Et quand Mario rentrera, il trouvera vos valises sur le trottoir. Dehors. Véronica était anéantie. Marcos, s'il te plaît, je ne peux pas refaire ça cette fois de plus. Si, tu le feras. Prochaine étape, la maison du docteur Germán Torres. La deuxième visite fut encore plus dévastatrice. La résidence du chirurgien plastique était un petit palais avec des jardins raffinés.
Sa femme, Inès, 50 ans, au visage visiblement transformé par les opérations, les accueillit avec sa fille unique, Béatrice, 20 ans, étudiante en médecine. Bonjour, je suis Inès. Mon mari est parti à l'hôpital, mais je peux vous aider. Oui, merci. Votre époux vous trahissait systématiquement. Inès faillit s'évanouir. Comment? Véronica, déjà brisée, murmura d'une voix tremblante. Madame Inès, j'avais une relation intime avec votre mari. Quel genre de relation? Il me payait pour coucher avec lui chez moi. Béatrice s'écria, mon père payait des prostituées. Le même homme qui me fait la leçon sur la morale et la dignité. À quelle fréquence? Demanda Inès en tentant de garder contenance. 2 fois par semaine, les mardis et vendredis. Pendant combien de temps? 10 mois. Béatrice calcula rapidement, 2 fois par semaine, 10 mois, plus de 80 rencontres. Et combien payait-il? 2000 € par rencontre. Inès s'appuya contre le mur. 160 000 €. Mon Dieu! 160 000 € de l'argent de la famille, s'écria Béatrice en pleurant. Maman, tu te souviens quand il disait qu'il ne pouvait pas financer mon échange à l'étranger parce qu'il avait des difficultés financières? Il dépensait cet argent pour des prostituées. Inès se tourna vers Véronica, la rage au cœur. Vous avez détruit ma famille pour de l'argent, madame? Je suis vraiment désolé. Désolé? Inès saisit un vase en cristal de prix et le jeta contre le mur. 20 ans de mariage détruits, et vous dites désolé? Sortez d'ici avant que je ne fasse une folie, hurla Béatrice. La 3e étape avait été planifiée pour être la plus humiliante, la maison de l'homme d'affaires hôtelier Gabriel Solir, qui organisait une fête d'anniversaire pour sa femme. Plus de 40 invités se trouvaient dans le jardin quand Marcos et Véronica arrivèrent. Excusez-moi d'interrompre la fête, dit Marcos à voix haute pour que tous l'entendent, mais je suis venu dire quelque chose d'important au sujet de Gabriel. Gabriel, 45 ans, pâlit en voyant Véronica. Marcos, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu présenter ta maîtresse spéciale à ta femme et à tes invités. Un silence total s'abattit sur la fête. Quelle maîtresse? Demanda Sylvia, l'épouse qui fêtait ses 30 ans. Marcos poussa Véronica en avant. Dis-leur tout. Véronica, complètement anéantie, parla d'une voix brisée. Je m'occupais de votre mari professionnellement. Comment ça? Il me payait pour coucher avec lui. Les invités murmurèrent bruyamment. Tu m'humilies ainsi devant tous nos amis, cria Sylvia. Sylvia, laisse-moi expliquer, tenta Gabriel. Expliquer quoi? Que tu payais des prostituées. 3 fois par mois, 5 000 € par rencontre, poursuivit Véronica. La mère de Sylvia s'exclama, 15 000 € par mois, et Sylvia s'évanouit sur le champ. Lorsqu'elle revint à elle, ses amis l'aidaient à jeter son mari hors de la maison devant tous les invités. La 4e visite fut calculée pour provoquer l'impact social maximal, la maison du juge Ramiro Benité lors du traditionnel déjeuner dominical avec toute la famille élargie. Environ 20 parents étaient présents lorsque Marcos sonna. Doña Margarita, l'épouse du juge depuis 45 ans, ouvrit elle-même la porte. Bonjour, jeune homme. Puis-je vous aider? Doña Margarita, j'ai besoin de parler à toute la famille du comportement de monsieur Ramiro. Quel comportement? Marcos et Véronica entrèrent dans le salon où enfants, gendres, belle-filles, petits-enfants et frères du juge étaient réunis. Votre mari entretient des relations extra-conjugales rémunérées. Le silence fut glaçant. Que voulez-vous dire? Demanda l'un des fils. Véronica, brisée, dit à voix haute devant toute la famille. Votre père me payait pour coucher avec lui 2 fois par mois depuis plus d'1 an. Doña Margarita, femme pieuse de 70 ans, fit le signe de croix. Jésus-Christ. 45 ans de mariage. Le grand-père payait des prostituées, demanda un petit-fils. 3 000 € par rencontre. Doña Margarita fit le calcul, 72 000 € par an, pris sur notre retraite. La fille aînée du juge éclata. Papa, comment as-tu pu faire ça à maman? Le juge tenta de nier, mais Véronica avait des preuves, photos, messages reçus, virements. Doña Margarita se leva avec dignité. Ramiro, après 45 ans, tu m'humilies ainsi.
Je veux que tu quittes ma maison. Margarita, laisse-moi expliquer. Il n'y a pas d'explication. Tu n'as pas seulement trahi moi, mais aussi Dieu et la famille. La 5e et dernière visite fut la plus dévastatrice. Marcos avait organisé une rencontre avec toutes les épouses trahies en même temps. Il loua la salle de réception d'un hôtel et les invita à une réunion spéciale. Lorsque les 8 femmes arrivèrent et se retrouvèrent face à face avec Veronica, la situation explosa. Toutes se mirent à crier en même temps, se racontant les unes aux autres les détails des trahisons de leur mari. Laura Dominguez hurla, « Mon mari a dépensé 50 000 € avec elle. » Inès Torres répliqua, « Le mien en a dépensé 160 000. » Sylvia Meneata en sanglots, « Le mien dépensait 15 000 € par mois. » Doña Margarita, la plus âgée, dit avec dignité, 45 ans de mariage réduit en poussière. Les femmes s'unirent dans une fureur collective contre Veronica, recroquevillée sur une chaise, anéantie. « Que as-tu à nous dire » demanda Laura. Veronica parvint à peine à murmurer. « Je demande pardon à toutes. »« Pardon » crièrent-elles en chœur. Laura explosa. « Tu as détruit 8 familles et tu demandes pardon ? Que voulez-vous que je fasse » répliqua-t-elle. Doña Margarita répondit, « Nous voulons que tu disparaisses de notre ville et que tu n'y reviennes jamais. » Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. En une semaine, tous les journaux locaux titraient « Réseau de prostitution de luxe démantelé à Valence ». La nouvelle fit le tour du pays. Veronica fut expulsée de la ville par sa propre famille. Sa mère, conservatrice de Séville, la déshérita publiquement en déclarant à la presse « Je n'ai plus de fille ». Les clients perdirent tout, mariage, réputation, carrière. L'élu démissionna. Le juge fut mis à la retraite d'office. Le chirurgien perdit sa licence médicale. Marcos obtint la garde exclusive de Lara et entama immédiatement un processus de guérison familiale. La fillette commença une thérapie psychologique spécialisée et surmonta peu à peu ses traumatismes. Doña Rosa revint officiellement comme employée permanente et seconde mère pour l'enfant. 3 mois plus tard, Lara était méconnaissable. Elle avait repris du poids, souriait sans cesse et jouait comme une enfant normale. La maison fut entièrement rénovée, meubles neufs, couleurs joyeuses, énergie positive. Marcos transforma radicalement sa routine professionnelle, travaillant davantage à domicile pour accompagner la reconstruction de sa fille. 6 mois plus tard, Veronica travaillait comme femme de ménage dans un hôtel miteux d'une autre région, ruinée socialement, émotionnellement et financièrement. Sa tentative d'utiliser une enfant innocente comme bouclier pour ses crimes s'était retournée contre elle avec une cruauté implacable. 1 an plus tard, par un matin ensoleillé, Marcos et Lara plantaient des fleurs dans le jardin, exactement à l'endroit où elle restait autrefois enfermée seule pendant les séances de travail de Veronica. Lara, désormais âgée de 6 ans, vêtue d'une nouvelle robe jaune immaculée, leva les yeux vers son père. « Papa, ces fleurs vont pousser très jolies ici. »« Oui, ma princesse, parce que désormais cet endroit n'abrite plus que l'amour. »« Et tante Veronica ne reviendra jamais ? » ?»« Jamais. Ceux qui font du mal aux enfants ne méritent pas de seconde chance. » Lara sourit et planta le dernier bourgeon. « Papa, maintenant je comprends pourquoi tu t'appelles Marcos. Parce que tu es comme un roi mage qui protège les enfants sages. » Marcos étreignit sa fille, les larmes aux yeux. La justice avait triomphé. L'amour paternel avait vaincu la méchanceté, et une famille détruite renaissait plus forte encore des cendres de la trahison. La dernière image fut symbolique. Là où régnait autrefois la douleur et l'abandon, poussaient désormais des fleurs colorées. Là où coulaient les larmes, brillaient maintenant les sourires. Le véritable amour triomphe toujours à la fin.